Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité du foot et c'est la fin de saison pour la plupart de nos clubs, qu'ils soient de Ligue 1 avec Angers et Nantes, mais également de National avec Laval, Cholet et Le Mans. Mais aujourd'hui, petite entorse à la règle, on va commencer par ça. Happy birthday! Thank you! Et oui, la joie, que dis-je, l'hystérie des filles de l'Olympique lyonnais pour la 4e Ligue des Champions gagnée consécutivement. 6 titres, si je ne dis pas de bêtises, pour les joueuses de l'Olympique lyonnais et du président Aulas. C'est justement bien cet après-midi pour parler de foot. Alors je sais qu'elle n'est pas qu'on parle de foot féminin, donc on va parler de football et notamment des filles. Eh bien j'ai le plaisir d'accueillir l'ancienne milieu de terrain de l'Olympique lyonnais, notamment, mais pas que, Mélissa Plaza. Salut Mélissa. Salut. Enchanté. Enchantée. On se connaît pas, on se vous voit, on se tutoie? On se tutoie, c'est bien. Bon, eh ben, tant mieux, merci d'être sur ce plateau du USB. Merci à toi. On le disait avec des vestiaires qui n'ont peut-être pas été ce que tu as connu dans les clubs. Pas à mes débuts, non. Non. Ça ressemblait pas vraiment à ça. Il n'y avait pas de casier. Mais il y avait quand même des vestiaires pour les filles. Il y avait des bancs. Ouais, des bancs. Bon, quelque chose qui s'apparentait à des vestiaires. Donc, bon, ça va, t'es bien. Tu es dans un environnement que tu connais. Ouais, bon, très bien. C'est bien, tu n'as pas oublié non plus le fameux maillot. Dans toutes les émissions, l'invité amène un maillot. Tu peux aller nous le chercher. Moi, il me plaît beaucoup parce que déjà, il est bleu, blanc, rouge. Donc, Ouais. Alors, c'est le maillot donc, de l'équipe de France. De l'équipe de France des moins de 20 ans. Eh oui. C'était ma première sélection avec l'équipe de France. On partait pour le mondial au Chili. Donc, il a une saveur toute particulière. Celui-là, il est tout à fait singulier. C'était la première fois qu'on avait le droit à avoir nos noms dans le dos. Donc, c'était quelque chose de formidable. C'était la première reconnaissance des joueuses. Et puis, en plus... le numéro 8 ? Le numéro 8, Pourquoi ? qui est mon numéro fétiche. Ah. Pourquoi je ne l'ai pas choisi, en fait, même si je suis ravie que ce soit tombé sur moi, mais Stéphane Pilaar, quand il a sorti le maillot, je découvrais en même temps que les autres joueuses que j'allais faire partie de la sélection qui partait en Coupe du Monde et en plus qui projetait de me mettre titulaire, donc c'était formidable. Bon, on reparlera du livre que tu viens de sortir. Oui. Il y a eu la petite larme au moment de la première Marseillaise. Oui, il y avait beaucoup d'émotions. En fait, je l'ai tellement attendue, cette sélection, et elle est arrivée au moment où j'y croyais plus du tout, en fait. Où j'avais presque tiré un... T'avais quel âge à la première sélection là ? J'avais 19 ans. 19 ans. Passé, et je n'avais pas fait U16, U17, U18, Oui, il n'y avait pas eu Claire Fontaine non plus avant. Pas eu Claire Fontaine, donc j'avais presque tiré une croix sur ce rêve. Et ça arrive au moment où j'y crois plus, de façon tout à fait fortuite, puisque c'était lors d'un match universitaire où Stéphane Pilaar avait atterri et il était venu superviser normalement les joueuses de l'équipe de Paris. Et en fait, et tu lui avais tapé dans l'œil à ce moment-là. Je lui ai tapé dans l'œil et je savais qu'il était en tribune et j'ai probablement fait le match de ma vie. Ouais. Bon, on reparlera de l'équipe de France avec plusieurs petites photos sympas, tu vas voir tout à l'heure. Si tu peux remettre le maillot donc, des moins de 20 de Mélissa Plaza avec son numéro 8. Voilà, bien impeccable pour qu'on puisse bien le voir. Super, et puis tu peux venir me rejoindre, on va regarder ensemble le sommaire de cette émission d'USB en commençant évidemment par toi, puisque on t'a invité avec Mélissa Plaza, défenseuse du foot, on le verra sur le terrain, mais également en dehors avec la défense du foot pour les filles et la reconnaissance surtout sur les terrains. On va également parler de National. Je ne sais pas si tu suis beaucoup le championnat national masculin. Pas du tout. Et bien justement, tu vas en apprendre énormément puisque Le Mans est qualifié pour les barrages de National et de Ligue 2. Ce sera face au Gazélec d'Ajaccio. Et ils ont l'espoir évidemment de monter en Ligue 2. Les Manceaux, ce sera une 3e montée consécutive. Et puis on finira par la Ligue 1 avec nos deux clubs, Nantes et Angers. Plus grand chose à gagner ni à perdre. Ce sera une fin qu'on espère la plus belle possible pour nos deux clubs qui vont terminer peut-être l'un dans la première partie du classement et l'autre dans la deuxième. T'es prête ? Tout à fait. Tout à fait. Pas de problème d'oreille ? Pour l'instant. C'est parti. Allez, on y va. On parle de Mélissa Plaza pour commencer en regardant tout simplement son CV. Alors un petit peu exhaustif, c'est vrai que ça a été le premier club La Roche du côté de la Vendée. On va en reparler avec toi. Et puis Montpellier derrière l'Olympique lyonnais avec une fin de carrière du côté de Guingamp, une fin de carrière un petit peu difficile pour ceux qui liront le livre, mais également ce que tu pourras peut-être un petit peu nous dire avec des blessures également qui t'ont contraint à arrêter ta carrière. On commence tout simplement par un petit tour du côté de La Roche.
Alors, tu vas pouvoir regarder les photos justement hein, du côté de La Roche. On a essayé, on a galéré. Merci beaucoup à Guénolé Seller justement de nous avoir retrouvés. C'est une photo qui date de 2006. Cette photo, juste j'ai un petit papier à côté de moi. Parce que là, la photo est quand même compliquée. Est-ce que tu peux nous dire, nous on pensait que tu étais complètement à gauche en haut, mais pas du tout. Non. Alors, elle a 13 ans la photo. Hein. Elle a 13 ans cette photo et c'était probablement la pire période au niveau capillaire. Je n'avais pas fait les meilleurs choix au niveau capillaire. Je suis à côté d'Adama et à côté d'Alicia Durand. Donc plutôt au rang tout en haut. Tout en haut. Sur la droite. Sur la droite. Voilà la troisième personne en partant de la droite. Bon, plus que des critiques capillaires, c'est des bons moments, La Roche. C'est vraiment la découverte du haut niveau. Oui, et au-delà de la découverte du haut niveau, c'est surtout des rencontres incroyables qui ont complètement bouleversé le cours de mon existence. Ça a été d'ailleurs, il y a beaucoup de joueuses qui sont encore aujourd'hui mes amies et avec qui je partage mes vacances, mes Noëls, mes premiers de l'an. Donc, ça a été vraiment des rencontres très fortes avec des coachs aussi. Et puis, effectivement, la rencontre avec le haut niveau, mes premiers pas en D1. À 16 ans, hein. Avant ça, même, j'avais 15 ans. 15 ans passés. À peine 15 ans même. Et puis, on va être très clair. Tu as pu quasiment nous citer toutes les personnes sur la photo. Hein. Ah bah toutes. Donc 13 ans après, c'est quand même pas mal. Ouais. Ça veut dire que tu as gardé beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts et puis j'ai joué quand même 6 ans avec ces filles-là. Et puis c'est des filles avec qui j'entretiens encore des relations amicales. Et même certaines, c'est ma famille de substitution. Donc c'est difficile d'oublier ça, ouais. Ouais, alors on revoit la photo, hein, donc on va bien préciser. Tu es en haut sur la droite. Voilà, même si évidemment du côté capillaire, tu dis que c'était pas la même meilleure expérience. Non. Mais quand on regarde les photos 16 ans, 13 ans ou 16 ans avant, c'est quand même plus compliqué de se dire que c'était un bon choix. La Roche-sur-Yon, tu le disais, 6 ans, et puis c'est ce qui t'a permis également d'aller viser encore plus haut. Montpellier t'appelle, Montpellier qui à ce moment-là fait partie du top 3. Du top 3, et puis Montpellier, c'était la première saison où elles étaient européennes. Elles venaient d'avoir une place en Ligue des Champions, donc pour moi, c'était une opportunité inouïe. Alors j'ai évidemment sauté sur l'occasion, et ça a été là une vraie rencontre avec le très haut niveau. Parce que c'était quand même des conditions complètement différentes de celles que je connaissais à La Roche, à la fois en termes d'infrastructure, mais aussi de qualité des joueuses dans l'effectif. Malika m'avait invitée à partir parce que Malika Bousseau, hein, qui était l'entraîneur à La Roche-sur-Yon. Ouais, voilà, qui était mon entraîneuse de l'époque et qui... Entraîneuse, pardon. Pardon, c'était pas pour... Non, mais... C'était pas pour te mettre mal à l'aise. Mais qui était l'entraîneuse de l'époque et qui avait bien vu que j'allais plus pouvoir apprendre beaucoup de choses à La Roche et qui m'invitait vraiment à partir. Il se trouve que j'ai fait une bonne compétition au Chili et que ça m'a donné de la visibilité, notamment auprès de certains coachs de la D1. Donc voilà, et l'aventure était lancée après. Voilà, cette fameuse Coupe du Monde au Chili des moins de 20 ans qui offre la possibilité justement d'aller dans l'une des meilleures équipes de la D1 de l'époque. Pendant ces 3 années à Montpellier, il y a aussi une photo qui va rester un peu gravée. C'est certainement pas la meilleure photo dont tu aimes te rappeler. Celle qui a fait aussi, j'imagine, le tour des réseaux sociaux. Pas tellement. Non ? Pas tellement, étrangement, mais en tout cas, je l'ai laissée sur Internet volontairement. Oui, volontairement. Parce que nous, je te cache pas qu'on s'est posé la question, comme beaucoup, j'imagine, quand on est une personne réfléchie, qui a fait des études, un doctorat, est-ce qu'on ne sait pas qu'on va se faire, entre guillemets, avoir en faisant un shooting photo comme celui-là ? Alors d'une part, j'étais jeune, j'avais que 23 ans. Par ailleurs, j'étais pas du tout au niveau de connaissances féministes actuelles. Donc voilà, je pense que je suis devenue féministe comme tout le monde en faisant des erreurs aussi. C'est quelque chose qui te choquait pas à l'époque ? Ah si, mais après coup en fait. C'est-à-dire qu'on a été un peu... Raconte-nous un petit peu l'histoire en fait. Parce que les féminines à Montpellier ont réclamé à un moment d'avoir un petit peu plus de visibilité au club, c'est ça ? Alors c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est qu'on est venu nous chercher pour une campagne publicitaire pour le sur Montpellier les abonnements. Hérault. Voilà, pour la campagne de 2011-2012, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Chez les gars. Et en fait, on nous avait sollicité parce qu'ils voulaient donner... un nouvel élan, susciter plus d'abonnements à la Mosson. Donc on nous a sollicité. C'était une époque où on ne mettait pas du tout en avant les joueuses. Donc nous, on a vu ça comme une aubaine en fait. On s'est dit, bah, super, enfin, on va parler de nous. Et à l'époque, je n'avais pas conscience que ce n'était pas du tout la façon dont il fallait qu'on parle de nous, mais qu'il fallait bien qu'on parle de nous pour nos performances. Donc on s'est fait embarquer un peu dans l'aventure et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure-là en fait. Et une fois qu'on est embarqué, c'est un peu trop tard de faire marche arrière, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas que toi, hein, on peut revoir, mais il n'y a pas que toi qui a été justement sur Shooting Photo. Il y avait en plus des mentions un peu samedi soir, marquées à la culotte, évidemment les jeux de mots, on va dire basiques, machistes.
Ouais, et puis c'est graveleux, quoi. Donc, c'est vrai que sur le moment, on ne s'est pas bien rendu compte. Les photos se déroulaient, bon, évidemment, torse nu. Mais une fois qu'on est dedans, c'est trop tard, quoi. Et je vous invite à regarder vraiment le making-of de ce truc-là, où je ne suis pas du tout à l'aise quand la nana baisse mon short, me dit qu'il faut que j'enlève mon soutif. Enfin, je fais quand même pas la maline, quoi. Sauf que c'est trop tard, je suis embarquée là-dedans. Et le comble dans tout ça, c'est que, d'une part, c'était pour aller voir les garçons jouer à la mousson, parce que nous, on jouait très peu à la mousson, en fait. Oui, vous étiez plutôt du côté de... Plutôt du côté de Gramont, c'est voilà, ça. sur le terrain, je ne sais plus combien, où il n'y avait ni tribune et Ni des personne, vestiaires, ni personne. Les pauvres, il fallait assister derrière le grillage à la rencontre. C'était quand même pas très, très réjouissant. Et puis en plus, je me suis retrouvée affichée partout dans Montpellier. Et puis C'était aussi... des 4x3. Hein. Ouais. Des 4x3, ça devait être dur quand même à assumer quand même derrière. C'était très dur à assumer. Et puis en plus, j'ai été placardée dans la cafétéria de ma fac où j'ai fait ma thèse sur les stéréotypes de genre en contexte sportif. Donc c'était l'humiliation suprême, quoi. Mais oui, cette photo, je l'ai laissée sur Internet et plein de gens me disent « mais vous devriez l'enlever ». Moi, je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, il faut garder ça en ligne de mire parce que c'est avec des erreurs qu'on apprend et qu'on comprend. Maintenant, et c'est peut-être le départ, d'ailleurs. C'est aussi le départ. Et puis maintenant, je suis outillée pour me prémunir de ça. Et puis pour informer les gens, je m'en sers en conférence et je leur dis bien ne vous servez pas de cette photo, sauf pour montrer des contre-exemples. Oui, parce qu'on va parler évidemment après de l'autre carrière de Mélissa Plaza, docteur en psychologie du sport. On va revoir mais d'autres images peut-être un peu plus sportives, on va dire, avec le départ du côté de Lyon. Là, quand on parle de Lyon en foot féminin, même à l'époque, hein, c'est le Graal. Hein. Ouais, c'était fou. C'est pas les mêmes conditions. Ça n'avait rien à voir. J'ai débarqué, mais sur une autre planète. Parce que à Montpellier, j'étais quand même un titulaire indiscutable. C'était l'élite, déjà. On était 2e ou 3e chaque année. Mais en arrivant à Lyon, j'ai pris une méga claque, quoi. Une méga claque, ne serait-ce que sur le terrain, dans le niveau de jeu. Je me souviens des premiers taureaux, mais qu'est-ce que c'était dur. Oui, c'est ça. Dans le livre, t'en parles d'ailleurs, tu dis j'étais oxy, quoi. J'étais dans le rouge tout le temps. Je passais mon temps au milieu, parce qu'une fois que j'avais récupéré le ballon, je le perdais aussitôt. Et c'était très difficile. Alors, je me suis aussi beaucoup mis la pression. Et j'étais toujours très admirative des joueuses autour de moi. Et ça m'a probablement un peu freinée. En tout cas, ça a été une expérience incroyable. J'ai des souvenirs impérissables de cette période et j'ai rencontré des joueuses, mais tellement exemplaires, qui m'ont montré vraiment ce que c'était le haut niveau. Et enfin, je les en remercie. J'espère leur rendre vraiment tout ce qu'elles m'ont appris dans ce livre, parce que j'essaye vraiment de leur rendre hommage ou famage, pour reprendre les mots d'une certaine féministe amie aussi qui s'appelle Tiffany Day. J'essaye vraiment de saluer ce qu'elles m'ont apporté pendant ces 2 ans. Et on voit justement sportivement aussi, ça s'est très bien passé à Montpellier, ça s'est très bien passé du côté de Lyon. Humainement, pour ceux qui vont aller prendre le livre, n'hésitez pas à le lire franchement, parce que c'est vrai que humainement, ça a été beaucoup plus compliqué du côté de Montpellier que du côté de Lyon, où il y a eu à Lyon beaucoup d'amis qui sont restés, à Montpellier beaucoup de jalousie qui sont nés à l'intérieur de ce groupe. Et puis il y a évidemment Lyon, mais il y a du coup, on parlait de ce maillot de l'équipe de France des moins de 20, il y a eu aussi la sélection en A derrière qui a découlé. On va voir quelques images aussi très sympas de ces moments-là. Il y a eu 2 sélections en tout, parce qu'il y a eu aussi des blessures. Raconte-nous un peu cette époque où tu dois aller au jeu, finalement tu peux plus y aller à cause d'une blessure. Il y a eu les croisés. Ouais, alors c'était en 2011, c'était à la même époque que la fameuse photo, là, c'était l'été de toutes les grandes joies. Mais en fait, j'avais reçu le matin du 2 mai 2011 la liste dans laquelle je figurais, la liste élargie pour partir à la Coupe du Monde en Allemagne, en tout cas pour se préparer pour la Coupe du Monde. Donc je faisais partie des 30 et j'avais bon espoir d'y figurer au final. Je reçois ça le matin et j'étais fatiguée, ça faisait quelques semaines que je n'étais pas bien. Bref, j'appelle la coach pour lui demander l'entraînement, qu'elle me laisse un peu au repos. Je suis en partiel le lendemain. Enfin bref, c'est alors pas que tu loupais jamais un entraînement. Ouais, non, vraiment, j'étais... C'était vraiment exceptionnel. J'étais une bosseuse, quoi. Et bon, je pense qu'elle n'a jamais eu l'intention de mal faire. C'est simplement qu'elle s'est dit que c'était léger. Et effectivement, c'était un entraînement léger. Sauf que moi, je ne fais jamais rien à moitié. Et donc, le tournoi de tennis-ballon se transforme toujours en finale de Coupe du Monde pour moi. Donc, compétitrice, ça bloque. Voilà. Et donc, c'est l'ironie du sort, hein, mais sur la dernière balle du dernier match, mon genou a lâché, quoi. Ouais. Et là, plus d'équipe de France. Tout s'effondre, plus de jeu, tout s'effondre. Tout s'effondre. Si je faisais pas la Coupe du Monde en Allemagne, je devais partir à Shenzhen en Chine pour faire les Jeux Olympiques universitaires. Donc tout s'effondre. J'ai passé la nuit sur mon lit, les yeux grands ouverts, à me demander
pourquoi moi, pourquoi maintenant? Je trouvais ça tellement injuste en fait. Et en fait, en réalité, ça m'a permis de mener d'autres combats, de me lancer d'autres défis, d'autres challenges que j'ai brillamment relevés. Et je me suis fait une autre Coupe du Monde, tout à fait différente. Effectivement, et d'avoir en parallèle donc justement ces études pour obtenir ce fameux doctorat. Première femme footballeuse professionnelle qui obtient également un grand diplôme d'école comme ça et que tu vas obtenir. D'ailleurs, on va regarder parce que c'est aussi ta nouvelle vie. Alors là, on voit des images de foot, mais on va pouvoir en profiter sur le fait que maintenant, tu es également conférencière, hein, puisqu'on le disait, docteur en psychologie du sport, avec cette thèse « Les stéréotypes sexués explicites et implicites en contexte sportif ». Très précisément, écoute. Et puis il m'a fallu aussi réaliser que le football ne serait pas une fin en soi et prévoir l'après. En fait, le football aurait été, si ce n'est le moyen, au moins le prétexte pour devenir la personne que j'avais envie d'être et non pas celle qu'on attendait que je sois. Mais vous en doutez certainement, lorsqu'on sort des sentiers battus, la tâche s'avère plus difficile. Surtout quand on est une femme. En fait, le football aurait été... Oui, surtout quand on est une femme. Là, c'est vrai que c'est devenu... C'est pour ça que j'ai mis la même tenue. Je suis navrée, si j'avais su... on l'a pas ressorti pour ça. Hein. Mais t'as aussi justement, il y a un raccord, comme dit. Il y a un bon raccord. La coupe de cheveux est quasi identique aussi. Ouais, donc ça t'inquiète pas, au niveau capillaire, c'est bon. Là, il n'y a pas de problème. C'est ton quotidien maintenant. Fin de carrière en 2016. Oui. Avec Guingamp, et puis derrière la fameuse obtention du doctorat. Et puis maintenant, on écume la France pour essayer de parler de la cause féminine. Oui, disons que la fin de carrière a été assez soudaine, hein, aussi, assez inattendue, puisque j'ai eu à force d'avoir des blessures aussi, j'en ai eu une plus grave que les autres qui m'a contrainte à arrêter alors que j'étais pas prête du tout. Heureusement pour moi, j'avais prévu l'après, donc j'étais assez contente. Et puis il y a eu j'ai vécu une expérience incroyable qui m'a ouvert les yeux en fait sur le chemin qui était le mien. Je suis montée sur scène fin septembre 2016 pour une conférence TEDx qui aujourd'hui avoisine les 300 000 vues. Donc ça a été vraiment une révélation. Je suis montée sur scène, j'ai fait mon speech et j'ai senti les gens captivés. Mmh. Et là, je me suis dit... Qui adhèrent à ce moment-là. Qui adhèrent, et surtout au-delà... Qui écoutent et qui surtout sont en attente de ces messages-là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me trouver après ou qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Mais merci, vous m'avez fait tellement de bien, j'ai tellement besoin d'entendre ça. » Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et je me suis dit « Bon, ok, il y a plein de gens qui sont... plein de sportifs de haut niveau, d'athlètes de haut niveau qui ensuite se font consultants. Bon, voilà, ta voix, elle est là, d'être conférencière, de passer des messages aux gens. Et puis, ça me permettait aussi de mettre à profit toutes ces expériences, à la fois scientifiques au cours de ma thèse, mais aussi vraiment de ce que j'avais vécu sur le terrain, de toutes ces anecdotes, de les mettre à profit pour faire bouger les choses. Et j'ai l'impression d'être aujourd'hui beaucoup plus impactante maintenant que je me suis extirpée de ce contexte qui est parfois difficile, dans lequel parfois on est pieds et poings liés et on ne peut pas apporter des messages forts pour bouger les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être beaucoup plus impactante. Oui, et puis il a fallu en refaire des allers-retours entre Lyon, Nantes, Montpellier pour justement continuer à aller jusqu'au bout de cette thèse. Et c'est ce que vous pouvez d'ailleurs voir et lire surtout. On va le regarder, hein, le livre sorti par Melissa Plaza, Pas pour les filles, point d'interrogation, avec énormément de questionnements et de réponses aussi sur la place hein, de la femme dans le sport, notamment dans le foot, avec également beaucoup d'exemples criants et de petites anecdotes qui sont... Je vous laisse lire, mais il y a tout, parce qu'il y a à la fois l'autobiographie avec une enfance pas simple, franchement, et là je ne développerai pas parce que je vais laisser les gens le lire. Il y a également énormément d'anecdotes sur la vie à l'intérieur d'un groupe. Et puis sur cette capacité aussi à enchaîner, parce qu'on parlait des blessures, mais est-ce qu'elles ne sont pas à l'origine du fait de travailler le soir dans un fast-food, le fait de jouer tous les jours et de s'entraîner tous les jours, le fait également de faire des allers-retours un petit peu à travers la France? Certainement qu'il y a un petit peu de ça aussi. Et voilà, donc c'est vraiment un très beau livre, un très beau témoignage. Donc je vous engage, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, le 9 mai dernier, voilà, merci beaucoup. Le 9 mai dernier, donc allez-y, lisez-le, ça fait un très grand bien. Voilà, on a, nous, un garçon, alors c'est pas une fille, je ne sais pas si tu le connais, si tu l'as connu en tant que joueur, il s'appelle Olivier Quin. Il est passé notamment par le FC Nantes. Maintenant, il est consultant du côté de France Bleu Loire-Océan. Et on lui a demandé, justement, Olivier Quin, oui, on parle de filles, on parle de foot. Est-ce qu'il avait son avis à donner sur la question? Parce qu'il a beaucoup d'avis. On l'écoute.
ne parle que d'elle en ce moment. Dernier exemple en date, les féminines de l'OL qui ont gagné leur 4e Ligue des Champions consécutive, la 6e pour le club, c'est exceptionnel. L'équipe de France qui va disputer sa Coupe du Monde en France à partir du 7 juin. Et puis il y a énormément d'autres exemples. Je suis obligé de citer celle du FC Nantes qui joue les barrages d'accession pour monter en D2. La Fédé voulait que tous les clubs se dotent d'une section féminine, qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est ce qu'il se passe en ce moment, et notamment les clubs professionnels qui commencent à mettre beaucoup d'argent sur leur section féminine. Et ça, c'est bien. Alors malheureusement pour les filles, elles n'auront ni la notoriété ni les salaires des hommes. Et c'est quelque part un petit peu dommage, mais c'est un sport en plein développement. On en voit de plus en plus et c'est hyper intéressant. Maintenant, j'espère que les Françaises vont aller au bout de cette Coupe du Monde pour que derrière, ça puisse enchaîner et surtout se pérenniser, parce que là, c'est le plus important. Donc tous derrière les Bleus pour cette Coupe du Monde. Voilà, avant une réaction, parce que j'aimerais bien avoir une réaction par rapport à ce qui s'est dit avec Olivier Kahn. Je ne sais pas comment il joue du piano, il a fait 3 notes, donc il faudra qu'il nous explique le piano. Peut-être qu'il y a un truc derrière. Il dit, c'est vrai que c'est dommage, elles n'auront jamais la même notoriété, elles n'auront jamais les mêmes salaires. Ça veut dire qu'il faut se résoudre à ce que les femmes n'arrivent pas à l'égal de l'homme au niveau du football. Je pense qu'il faut se résoudre à rien, en fait. De manière générale, pas juste à cette question-là. La question n'est pas d'avoir des salaires équivalents à ceux des hommes, en fait. Ça n'a jamais été cette question-là. On peut juste rappeler simplement, Mélissa, au plus fort de ta carrière professionnelle à Lyon, 1500 € net, ouais. C'est à peu près ça le salaire maximum. C'est ce que et tu as commencé à 400 € brut. Ouais. Oui, alors c'est pas le reflet de tous les parcours, de toutes les joueuses autour de moi, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de clubs aujourd'hui encore, elles sont pas rémunérées ou sous-payées, en tout cas pas à la hauteur des efforts consentis. Donc c'est regrettable. Je ne crois pas que les joueuses aspirent à avoir un salaire équivalent. Je pense qu'elles aspirent juste à avoir un salaire décent et des conditions décentes pour évoluer, pour offrir un championnat attractif, parce que pour l'instant, c'est sûr que des filles qui ne sont pas professionnelles, qui bossent 8 heures par jour, qui font 36 heures de bus chaque week-end pour aller jouer contre Lyon, l'Armada, qui a tout à disposition en termes de moyens humains, financiers, matériels, forcément, elles vont prendre une pilule et forcément, ça n'est intéressant pour personne. À la fois pour celles qui mettent la pilule, celles qui prennent la raclée. Oui, les 10 € de Lyon face aux autres clubs, c'est vrai que voilà, c'est pas très intéressant. Et pour tous les gens qui regardent cette raclée, en fait, c'est intéressant pour personne. Donc, je pense qu'il faut se résoudre à rien. Le fait que cette Coupe du Monde soit médiatisée est un signe fort, encourageant. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. La billetterie marche très très bien. La billetterie marche très bien. On a vendu plus de la moitié des billets. Donc non, je pense que je crois qu'il faut sortir de la comparaison. Mais c'est marrant d'ailleurs parce qu'il ne parle pas de football, il parle de ce sport. Comme si en fait c'était un sport différent parce qu'il est pratiqué par les femmes. Et je pense que tant qu'on sera dans la comparaison et tant qu'on sera dans ce genre de schéma, on n'avancera pas. Parce que ça reste du foot, c'est les mêmes règles, les mêmes terrains. Et surtout, on a les mêmes passions, on a fait les mêmes efforts depuis toute petite. Faut imaginer avec les mêmes sacrifices, avec un... Même plus encore, puisqu'il a fallu bosser à côté, garder les études. Donc non, je pense qu'il faut juste leur donner ce qu'elles méritent. Bon, voilà. Eh bien, on a essayé de retracer en tout cas la carrière rapidement sportive de Mélissa Plaza et puis également l'après-carrière. On va continuer à parler de foot. Avec toi, bien sûr. On va voir si tu es au taquet sur le national. Bon, tu nous as dit que tu suivais pas trop. T'es prête ? Ouais. C'est parti. Oui, j'étais un peu fort quand même là sur le bruit. Allez, on va regarder le classement du national puisque ça s'est terminé. Eh bien, c'était le week-end dernier avec la 3e place finalement prise par les Monceaux aux dépens donc des Lavallois. Il y avait, pour que tu saches un petit peu, eh bien, un gros duel entre deux clubs. Et ouais, Le Mans et Laval. Et puis Rodez. Pourquoi Rodez ? C'est quelque chose qui te parle ? C'est un club qui te parle ? Oui, parce que les filles descendent, les pauvres. Oui. Et les garçons montent. Donc voilà, ça fait un peu... Donc elles descendent en D2, les filles de Rodez ? Ouais. Bon. Après, il y a énormément de clubs qui remontent, qui font le yo-yo aussi. Rodez, pour le coup, non, parce que ça faisait longtemps qu'elles étaient en D1 quand même, et là, voilà. C'est quand même compliqué de rester. On a aussi le club de La Roche qui est toujours en D2, qui n'arrive pas à remonter. Qui fait pour le coup le yo-yo. Ouais. Et ouais, voilà, et qui elle est 4e de son championnat et qui restera 4e cette année. Donc on parlait de ce fameux duel entre Le Mans et Laval qui s'est donc conclu le week-end dernier. On va commencer par parler de ceux qui sont passés à la 3e place, les Manceaux.
sa Corse, où elle était facile puisqu'ils vont aller jouer du côté de l'île de Beauté, les Manceaux. On va regarder ensemble le dernier match, c'était face à Chambly. Il y avait quand même en national, en 3e division, ça va te parler quand même, plus de 12 000 spectateurs pour un match qualificatif pour les barrages avec les Manceaux qui ont ouvert le score. Du côté des filles, un match là, entre Lyon et Paris, ça rassemble combien à peu près? Au plus 20 000 quoi. Au plus 20 000, ce qui est déjà pas mal quand même. Ouais. On est là en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais pas si elles avaient 16 000 quoi. Je crois que c'est 15 000. Et elles jouaient dans un tout petit stade. Enfin, C'était pas, ouais, voilà. Alors que là, on voit au même Arena, le stade du Mans. Eh bien, les spectateurs sont évidemment heureux du dénouement parce qu'ils savent que Laval, et on le verra tout à l'heure, a perdu. Et du coup, le Mans va s'emparer de la 3e place. On écoute les réactions des supporters, mais également des joueurs manceaux. Inespéré. Être à moins 5 sur Laval et plus 5 maintenant, c'est super. Super match, super match. Super match. C'était un peu compliqué, je trouvais, la fin de saison avec les 8 matchs sans victoire. Mais bon, franchement, c'est bien de s'en sortir et c'est bien que Laval ait merdé un peu, sincèrement. On est en barrage, ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, il faut gagner. Hein. Ouais, c'est méritant en plus. Moi, dans ma carrière, j'ai pas eu l'occasion de jouer des matchs aller-retour comme ça ou à élimination directe. Donc, je pense qu'il va pas falloir être dans le calcul, être dans l'humilité, mais quand même avec de l'ambition et en essayant de tout donner. En essayant de tout donner, on va reparler évidemment du match du Mans à venir pour le Gazélec. On va regarder ensemble parce que je sais pas si tu es très réseaux sociaux. T'aimes bien, t'es obligé un peu ou pas? Un petit peu, faut s'y mettre. Ouais, mais c'est pas trop ta tasse de thé quand même. C'est difficile. Bon, alors là, en tout cas, les supporters de foot, qu'ils soient supporters des filles ou des garçons, ça envoie pas mal hein, sur les réseaux sociaux. On va regarder, notamment, là, ce sont les joueurs qui ont posté une petite photo très sympa d'eux. C'était au moment du 2e but de Pierre Lemonnier à droite et de Rémi Boissier qu'on a eu sur ce plateau. On est d'ailleurs très content pour Rémi qui puisse jouer ce barrage. Et puis, on va vivre ensemble la joie parce que ça se fait de plus en plus maintenant dans les stades. On appelle ça certains des footix qui passent plus de temps à prendre des vidéos qu'à regarder le match. Mais regarde. On va le regarder ensemble, c'est sur le coup franc qui donne la victoire au Manceau. Ah, c'est toute la passion. Hein. Tu vas souvent dans les stades ou pas? Pas beaucoup, non. J'ai peu de temps en fait, j'aimerais, mais... Parce que tu résides sur Rennes maintenant, ouais. ils ont fait une belle saison, nos voisins. Ouais, tout à fait. J'y suis allée 1 ou 2 fois cette saison, mais j'ai pas beaucoup de temps à moi, c'est vrai. Bah oui, mais l'ambiance du stade, c'est quelque chose qui te parle, parce qu'avant, tu étais sur le terrain, mais est-ce que tu aimes bien aussi être de l'autre côté de la barrière? Oui et non, il y a des aspects que j'adore, cette frénésie, là, je trouve ça formidable. Il y a que le foot qui génère cette émotion-là. Et en même temps, il y a aussi du bon et du moins bon. C'est-à-dire que dans le positif comme dans le négatif, il y a aussi des dérives que je trouve absolument dingues. Parfois un exutoire aussi pour... C'est un défouloir pour certains. Ils laissent complètement le cerveau à la maison. Je les invite à pas trop reproduire ça quand même. Allez, on va regarder, c'était du côté du Mans également, puisque notre confrère de France 3 Men, Émile Level, suit pour nous les footballeurs manceaux depuis ce début de saison avec Thierry Fourmy. Et il va nous donner un petit peu son sentiment sur cette équipe du Gazélec d'Ajaccio qu'il a déjà détaillé avant la première rencontre du match aller. Ce sera le mardi 28 mai. On l'écoute, Émile. Salut Anthony, Le Mans n'est plus qu'à une marche de la Ligue 2, mais pas n'importe quelle marche. Le Gazélec Ajaccio a de sacrés atouts dans sa manche, et notamment un qui pourrait faire la différence, c'est l'expérience. Il y a quelques trentenaires avec des CV intéressants dans cette équipe, les défenseurs Damien Perkis et Julien Palmieri, ou le milieu Joris Marvaux. Ces trois-là ont 150 matchs de Ligue 1 chacun au compteur, et sans parler de Jean-Baptiste Pierrazzi et Jérémy Blaillac, trentenaires eux aussi, et qui ont une solide expérience en Ligue 2. Leur coach a déjà annoncé qu'il comptait bien s'appuyer sur leur expérience. D'un autre côté, les dynamiques des deux équipes sont complètement différentes. Le Mans a terminé la saison par 5 victoires consécutives, alors qu'Ajaccio n'a plus gagné depuis 7 matchs, 5 défaites, 2 nuls. Les Corses n'avaient même jamais été relégables de la saison, avant de tomber à la 18e place le soir de la dernière journée. Donc contrairement aux hommes de Richard Désiré, ils ne sont pas fixés sur l'objectif de ce barrage depuis plusieurs semaines. Ça pourrait avoir son importance. Bon, évidemment, tout ça ne changera pas grand-chose à ce qu'il faudra faire sur le terrain. Sur une confrontation aller-retour comme ça, il vaut toujours mieux éviter de prendre un but à domicile. Et puis les Manceaux auraient peut-être intérêt à faire la différence rapidement, éviter des situations tendues en fin de match où l'expérience des Ajacciens pourrait faire la différence.
si je peux me permettre. Et on verra si l'expérience justement corse va jouer dans cette double confrontation. En tout cas, regardez cette statistique. On peut vous en montrer une. Nous, du côté du Gazélec d'Ajaccio, 2 sur 17. Alors 2 sur 17, eh bien, ça correspond tout simplement à 2 victoires sur les 17 dernières journées de championnat. Autant dire que c'est vrai que ce n'est pas la dynamique la plus sympa du moment pour les Corses. Il n'y a pas de club corse du côté de la D1 féminine? Non. Donc, alors qu'ils sont assez nombreux chez les gars. Heureusement pour nous, parce que qui pourrait y aller? Pour les déplacements, À part c'est vrai Lyon. que voilà, c'est vrai que c'est pas quand on voit les déplacements que tu as fait avec Guingamp notamment, ça paraît Pour ne pas les citer. ça paraît compliqué à la nage peut-être avec un petit canot Ouais, entre je pense. entre Et en Nice. trottinette sur... Voilà, exactement. Et bien voilà du côté donc du Mans pour ces Manceaux qui vont donc disputer. Vous allez le voir, eh bien ces 2 matchs à venir face au Gazélec d'Ajaccio. Je l'ai dit, ce sera le 28 mai prochain à domicile à 20h45 et puis le retour du côté de la Corse, ce sera le dimanche 2 juin. On suivra pour vous ces 2 rencontres et on vous donnera évidemment toutes les infos nécessaires pour espérer bien la montée en Ligue 2 du Mans FC qui en serait à sa 3e montée successive. On a parlé du Mans et oui, on va parler légèrement un petit peu de Laval qui eux sont les grands battus de cette fin de saison. La reconstruction, parce qu'il va falloir tout reconstruire. Le problème pour Laval, pour faire un petit peu le point, c'est qu'avec cette non-montée, ils perdent leur statut professionnel. On va le voir sur les réseaux sociaux, ça en parle énormément. Du coup, après 2 années où ils avaient une dérogation pour le garder, ce statut, eh bien, voilà, ce match, à l'image de cette fin de saison en queue de poisson. Donc du coup, eh bien, un cataclysme pour les tangos qui vont perdre leur statut pro. Ça veut dire plus de centres de formation référencés. Ça veut dire que tous les contrats qui étaient engagés auprès des joueurs sont cassés, rompus, ils peuvent donc tous partir, ce qui va être fait quasiment à 95%. On sait d'ores et déjà qu'Anthony Scaramodino, qui était notre invité sur ce même plateau, eh bien, va quitter le club, hein, on l'a appris, mais également beaucoup d'autres joueurs de Laval. Peut-être 1 ou 2 vont simplement rester du côté eh bien, de la Mayenne. On va regarder rapidement ensemble le dernier match avec cette défaite 4-3. C'est un beau match, hein, plein de buts, mais ça n'a pas souri du côté de Rouen-Kévy, qui n'avait pourtant plus rien à jouer. Mais les Normands en rouge eh bien, ont gagné 4-3, même si Danick a marqué ce but du 1 partout. Les Lavallois qui vont même mener 2-1 et puis ils vont prendre 2 buts coup sur coup. Ils vont prendre 2 buts en 5 minutes en tout début de seconde période. Ça va faire 3-2 pour Rouen-Kévy. L'égalisation de Stéphane Lambez qui partira du côté d'Orléans l'année prochaine en Ligue 2 eh bien, ne servira à rien. C'est finalement un dernier but de Rouen-Kévy qui va laisser eh bien, les Lavallois aux portes de la Ligue 2. Et le gardien n'est pas terrible. Hein. Non. Pas terrible. Bah, alors, on leur fera une place dans le bus et on partagera le sandwich. C'est ça exactement. Il n'a pas été énormissime là sur ce coup-là, notre ami de Rouen-Kévy. On écoute la détresse du coach de Laval, Pascal Brault, qui a les yeux vraiment rougis après cette saison compliquée et qui est vraiment malheureux. Eh bien, on va le voir. Là, ce soir, je suis vraiment déçu, abattu parce que j'ai cru. Quand on avait 9 points de retard après Duchère, quand j'ai repris l'équipe après Concarneau et Duchère, quand j'ai parlé qu'on pouvait y arriver, je le pensais sincèrement. C'est mon métier, le foot. Quand il y a une déception au bout, ça fait mal. Voilà, comme toutes les personnes qui s'investissent dans leur travail. Donc, c'est le cas pour moi ce soir. Beaucoup de gens ne nous voyaient plus dans la course. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Et ce soir, c'est une grosse déception parce que le championnat s'arrête. Mais je pense que les points, on les a perdus bien avant, et notamment à l'extérieur. Voilà, Anthony Robic, que les dirigeants mayennais essaient certainement de convaincre de rester pour reconstruire un petit peu le club. On va d'ailleurs demander à Gilles Damingui, notre confrère de France Bleu à Mayenne, ce qu'il en pense de cette fin de saison et surtout de la reconstruction à venir, parce que lui, il a des petites infos sur ce qui va se passer du côté du Stade Lavallois. J'espère, mais Gilda. Hein. Oui, c'est effectivement la grande lessive au Stade Lavallois avec la perte du statut pro. Tous les joueurs sont libres et le club mayennais ne souhaite pas en conserver beaucoup. Seulement 6 joueurs ont reçu une offre de prolongation, ce qui ne veut pas dire pour autant que ces 6-là vont rester. Ils peuvent très bien trouver mieux ailleurs. Kevin Perrault, un historique, s'en va. Lui, le défenseur né à Laval, formé au club, est passé pro en 2010. Le jeune attaquant international Bridge Ndilu n'est pas conservé non plus. Autre départ, celui d'Anthony Scaramodino, un des cadres de l'équipe. Aucune proposition. Une surprise pour le défenseur latéral gauche de 34 ans qui a fait une saison pleine. Pourquoi ne pas conserver un joueur comme ça alors que le nouvel entraîneur n'est pas encore nommé? Ou bien c'est que le prochain homme fort du Stade Lavallois est déjà choisi et qu'il a donné son avis sur les joueurs à Jean Costa, le directeur sportif du club. Ce qui est sûr, c'est que le Stade Lavallois va repartir d'une feuille blanche avec
Quel objectif? La remontée en Ligue 2 en 1 an, en 2 ans? Il est encore trop tôt pour le dire car les dirigeants n'ont rien dévoilé de leurs ambitions. Et on aura l'occasion, regardez, restez présents sur les réseaux sociaux puisque Gilles Damingui vous donnera de nouvelles, notamment de l'effectif mayennais. On regarde très rapidement ce qui se passe du côté de la N2 et de la N3 parce qu'on ne s'intéresse pas qu'au football professionnel mais également au football amateur dans les Pays de la Loire. On va regarder les Herbiers, le club qui avait chuté en finale de Coupe de France l'année dernière face au Paris Saint-Germain. Ils sont deuxièmes à un match de la fin. Ils ont un petit peu manqué le coche là, lors de la dernière journée mais ils ont encore l'espoir de pouvoir monter. Ils reçoivent le Stade Bordelais pour le dernier match à domicile. Et puis en N3, ça va se jouer très certainement entre Chaland et Angers-Sco, la réserve d'Angers-Sco, 45 et 44 points. Il faudra que les Chalandais l'emportent sur la dernière journée pour ne pas dépendre du résultat d'Angers-Sco. On vous donnera tous ces résultats lors de la prochaine émission d'USB. Voilà, on a fini avec le national et on va enfin parler de Ligue 1 pour la dernière journée avant la fin de ce championnat de Ligue 1 2018-2019. Regardez le classement ensemble. On va voir que nos deux clubs sont pour l'instant dans la deuxième partie de tableau avec Angers 13e et puis Nantes 11e. On va d'abord faire un petit point sur le FC Nantes. C'est parti. Stop ou encore, alors, ils sont sur 7 matchs sans défaite, les Nantais, donc c'est plutôt pas mal pour une fin de saison. Tu as peut-être suivi un petit peu ce qui s'est passé dans cette saison, peut-être pas sportive, mais du côté de la disparition d'Emiliano Sala, puisque tout le monde a été pris par cette terrible nouvelle. C'était compliqué, j'imagine, au club lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, un malheur en tout cas. Eh bien, les Nantais ne savent toujours pas si Vaïd Alioudzik sera toujours le coach l'année prochaine, quels joueurs vont partir, même si on sait que Valentin Rongier, le capitaine, a d'ores et déjà la porte ouverte à un départ, de même que Diego Carlos. Mais ce qui a remué tout ce qui concerne le FC Nantes ces dernières heures, c'est le nouveau blason, logo, on va voir, le nouveau maillot. En tout cas, il y a eu une vidéo qui est passée sur à peu près tous les réseaux sociaux concernant le FC Nantes. On a fait parler légendes, on a fait parler les disparus également. Et puis surtout cet attachement au maillot jaune et vert que tu n'as pas rencontré puisque à l'époque, il n'y avait pas d'équipe féminine de très haut niveau à Nantes. On va en reparler dans quelques instants. Pas de section en fait. Pas de section du tout. Et puis là, on le voit, le nouveau maillot qui va donc apparaître. Il est en confection. Il sera porté par les Nantais vendredi lors du dernier match à domicile face à Strasbourg. Et on va le voir avec des bandes jaunes et vertes qui reviennent un petit peu au goût du jour. Et puis ce logo. Voilà, alors le N, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu connaissais peut-être l'ancien, est-ce que tu l'avais vu? C'était en fait une espèce de goélette qui représentait évidemment le côté maritime de Nantes, le port. Et puis les 8 titres de champion de France avec les 8 étoiles, il n'y a plus rien. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on peut penser, peut-être que toi, ça te choque peut-être pas, je ne sais pas. Ça fait un peu retour au vintage surtout. Oui. Je pense que c'est peut-être une stratégie pour que ça aille avec l'ensemble du maillot, parce que je vois pas d'autre explication que ça. Voilà, alors que les étoiles auraient pu rester. Moi, très personnellement, si je peux me donner mon avis, je n'aime pas du tout. Je pense que ça fait plus logo que blason. Ouais. Parce qu'un blason, ça a le mérite quand même d'être historique, donc de rappeler quand même les valeurs du club. Là, pour le moment, je vois plutôt quelque chose qui sert de marketing à une marque, ce qui est vrai, le FC Nantes est une marque maintenant, comme la plupart des clubs. Ouais. D'ailleurs, on a vu que sur tes pages perso et tout, il y avait le petit 8 qui était représenté. C'est mon logo, ouais, voilà. Tout à fait. Mais là, on peut parler de logo d'ailleurs. Je souligne quand même le côté positif, c'est qu'ils ont mis en avant les joueuses. Oui. Dans la vidéo. Ouais. Dans la vidéo, mais c'est aussi, là, il faut le reconnaître, Valdemar Kita qui a installé le foot féminin à Nantes aussi, et qui a essayé de le faire monter. D'ailleurs, on va pouvoir voir ensemble parce que c'est vrai que... Effectivement. Avant de voir justement la chronique de Florian Cazzola, on va parler des filles puisque tu en parles directement. Elles vont jouer un match aussi de barrage pour l'accession en D2. Elles ont mis des pilules à tout le monde depuis les années à venir. Il y a même eu des 30-0, des 40-0. Là, elles ont battu, c'était l'équipe de Paris lors du dernier match, ce qui va leur permettre de jouer contre Le Mans. Et oui, une autre équipe des Pays de la Loire pour l'accession en D2. Ça se jouera dimanche, le dimanche qui arrive. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire le dimanche 26. Ce sera du côté du Mans. Et le dimanche 2 juin, le retour du côté de la Genelière à Nantes. Et on souhaite à ces deux équipes de faire le meilleur match possible. On ne peut pas donner notre... Si, elle est Nantes. Elle est Nantes? Ah bon. Ouais, j'ai une très grande amie là-bas. Qui s'appelle Claire Guillard. Voilà, Claire Guillard qui... Et ben voilà, c'est fait. Au passage, on a parlé de Claire Guillard du FC Nantes et qui jouera donc là-bas face... Qui va planter quelques buts. Et qui va planter quelques buts, c'est annoncé par Mélissa Plaza. Allez, une dernière chronique, celle de Florian Cazzola. On parlait du FC Nantes. Il nous fait le bilan un petit peu de cette saison 2018-2019, Florian, sur ce fameux top 10 espéré par les Nantais. On écoute.
Oui, on va reparler de ce top 10, hein. Les amis, aujourd'hui, c'est l'objectif avoué du FC Nantes, terminer la saison dans la première partie de tableau. D'ailleurs, que ce soit Valentin Rongier, Nicolas Pallois, Charles Traoré, tous nous l'ont dit à la sortie du match nul obtenu la semaine dernière à la Mosson. Le seul hic, c'est que les Canaries, dans le même temps, ont été dépassés par leur meilleur ennemi, le Stade Rennais. Ils sont désormais 11e, les hommes de Vejdalilodzic. Et s'ils veulent reconquérir, regagner cette place, eh bien, il leur faut absolument remporter leur dernier match de la saison. Ça sera vendredi soir à partir de 21h05 face à Strasbourg. La der de la saison, qui plus est à la maison. Et puis, il faudra compter dans le même temps sur un faux pas du Stade Rennais qui affronte le LOSC. Voilà, ça fait énormément de si, mais vous avouerez que terminer la saison dans le top 10 en restant invaincu sur les 8 derniers matchs de la saison et en ayant battu qui plus est notamment Marseille, Paris ou encore Lyon, eh bien ça embellirait vraiment le bilan de cette saison ô combien éprouvante. Et oui, ô combien éprouvante sportivement et puis à l'intérieur du club évidemment avec ce qu'on a dit le décès d'Emiliano Sala au cours de cette saison qui a perturbé énormément tout cet effectif et tout un club, toute une ville. Allez, on passe du côté d'Angesco puisqu'on a des bonnes nouvelles à vous annoncer. Angesco au four et au moulin et surtout du côté de l'entraîneur d'Angers, eh bien c'est la prolongation pour Stéphane Moulin avec Saïd Chaban que l'on voit là, 2022. Et oui, ça fera 11 ans, ça fait... Les jeux de mots sont formidables. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Il n'y a pas de jeu de mots sexiste, t'as bien vu? Ah ouais. Hein, t'as bien remarqué quand même. Enfin, j'ai fait attention en tout cas. Stéphane Moulin, 2022, il a prolongé de 2 années supplémentaires. Ça en fait de lui l'entraîneur qui a le plus de longévité dans la Ligue 1 et surtout au niveau des 5 championnats européens. Ça fait depuis 2011 qu'il est assis sur un banc. On va regarder ensemble ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ils sont contents les supporters. C'est vrai, coach Moulin, recordman, avec la petite médaille d'or. Il y a toujours des petits trucs sympas qui sont notés. Il y a des vacheries parfois aussi sur Instagram ou plutôt sur Twitter. Mais en tout cas, il y a pas mal de trucs très sympas. On va regarder les 2 derniers matchs pour Angers et Nantes. Ce sera un dernier match intéressant pour les Angevins qui vont recevoir Saint-Etienne, 4e de la Ligue 1 qualifié pour la Ligue Europa. Et puis les Nantais, ce sera l'occasion de revoir un certain Adrien Thomasson du côté de la Beaujoire puisqu'ils vont recevoir Strasbourg. Voilà, on a fait le tour du côté du football. On va passer au côté intellectuel du foot. Le quiz. Alors, puisqu'on parle tout simplement à un docteur en psychologie du sport, on va surtout parler au docteur en sport tout simplement. Hein. On va voir si ta connaissance du football, et notamment du football, non pas féminin, mais du football des filles, est très bonne, notamment au niveau de l'équipe de France. Habituellement, on demande de choisir un placard pour sortir un maillot, mais là, on va te poser une question directement sur cette équipe de France qui va disputer prochainement la prochaine Coupe du Monde dans quelques jours. Alors, la question, attention. Quelle est... Tu as plusieurs possibilités pour répondre. Tu choisis A, B ou C et tu prends ton temps. Quelle est la record woman du nombre de sélections en équipe de France? Pour quelqu'un qui a joué en équipe de France, ça ne devrait pas trop poser de problème. Réponse A, Laura Georges. Réponse B, Sandrine Soubeyran. Réponse C, Camille Abili. Alors, A, B ou C? Georges, Soubeyran ou Abili? Je suis un peu perdue parce que je pense que Soubeyran a été égalé par Laura Georges. Dépassé par Laura Georges. Alors, donc, ça voudrait dire que c'est la réponse A, Laura Georges ou B, Sandrine Soubeyran? Allez, vas-y, lance-toi. Je dirais Laura Georges, merde, j'ai la honte. Alors, c'était bien Sandrine Soubeyran. T'as raison, elle est pas loin, mais Sandrine Soubeyran avait 198 sélections et Laura Georges 188. 188, juste 10 sélections. Je pensais qu'elle l'avait dépassé. C'est pas grave, tu vas te faire chambrer un petit peu. Mille excuses, Sandrine. Mille excuses. Allez, Mélissa, si tu peux me rejoindre pour la fin de cette émission, pour notre dernier coup de cœur, avant-dernier coup de cœur de la saison. C'est parti, on va le regarder ensemble. Mais non, ça va bien se passer, tu vois. Tu sais, c'est pas sur les réseaux sociaux, ça va pas du tout s'en remettre. Allez, le dernier coup de cœur, il va pour nos amis Manceau. Alors, on a fait un petit pari, c'est celui de mettre ce petit tweet sympathique du Mans FC. Alors, pour que vous compreniez bien, c'est le président du Mans FC avec Richard Désiré à ses côtés, l'entraîneur. Tous au même Arena le 28 mai pour le barrage aller, en route vers les barrages avec le Castor juste à côté. On a trouvé cette photo tellement sympa à regarder. On a beaucoup ri aussi. Qu'on vous propose effectivement d'aller encourager. Il y a plus de 12 000 personnes qui ont pris leur billet.
Et on aura la chance d'avoir le président, peut-être pas le castor la semaine prochaine dans USB, mais on aura le président Thierry Gomez du côté du MSB qui sera sur ce plateau à ta place. On va te remercier, Mélissa. Merci à toi. beaucoup. Et puis je t'embrasse maintenant qu'on se connaît un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. Très très belle carrière dans ce domaine de conférencière et puis surtout apporte plein de bonnes choses à toutes les femmes dans le sport mais ailleurs aussi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Attention,